commencer là? Ça a commencé, oui. Ça a commencé. Très bien. Michael Dian est avec moi. Ouais. Bonjour. 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 Alors Michael, c'est vraiment une belle rencontre que nous avons faite ensemble, j'ai envie de dire, parce que vous avez un projet, qui n'est plus un projet maintenant, puisque c'est bien installé, mais vous avez un festival, le festival de Chailleul, qui est absolument magnifique, à la fois magique, à la fois insolite, à la fois créatif, à la fois accueillant aussi, et surtout qui laisse l'espace aux jeunes générations artistes, à la fois musiciens, à la fois compositeurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de ce festival de Chailleul dont vous êtes le directeur artistique, le directeur général. Il y a l'artistique, mais pas que. On en parlera peut-être. On en parlera. Il y a plusieurs plans dans lesquels on déploie nos... Mais c'est très juste ce que tu disais sur le fait d'offrir des espaces. D'ailleurs, l'association qui porte le projet depuis 25 ans s'appelle l'Espace culturel de Chailleul. Et cette notion d'espace, c'est-à-dire offrir des conditions les plus favorables à une rencontre entre des artistes, compositeurs, musiciens, etc., et des habitants. Avant d'être des publics, les gens qui sont ici sont des habitants. Certains deviennent des publics en franchissant, en décidant de nous faire confiance et de franchir le seuil des églises de montagne dans lesquelles on donne ces concerts, ou des salles des fêtes. Mais c'est vraiment, notre travail consiste à presque débarrasser tout ce qui pourrait freiner cette rencontre. Donc c'est un travail passionnant, c'est fait de beaucoup de technicité, parce que mettre en œuvre un projet culturel, c'est aussi prendre en charge des questions techniques, réglementaires. Il y a beaucoup d'expertise dans l'équipe. Je ne suis pas tout seul pour porter ce projet. Il y a beaucoup d'expertises qui sont réunies. Mais c'est aussi beaucoup d'écoute, de qualité de présence aux gens, aux paysages, à ce qui est la réalité de ce territoire. Parce que je crois vraiment que le fait d'avoir considéré les Hautes-Alpes et le territoire du Grand Gap-Pensé, puisqu'on est sur un rayonnement qui fait à peu près tout le pays sud des Hautes-Alpes, d'avoir considéré que ce territoire n'était pas une carte postale, n'était pas juste une station de ski à Chailleul ou un beau panorama, mais qu'il y avait beaucoup de récits, de mémoires, des habitants qui sont aujourd'hui vivants ici, mais tous ceux qui les ont précédés, qui ont laissé quand même des traces très très fortes dans ce pays. Et tout ça est là, on essaie de questionner ça. On essaye des choses, il y a des choses qui marchent très bien, des choses qui marchent moins bien, et puis d'année en année, parce que ça fait 25 ans, on a trouvé une manière de dialoguer avec le pays. Alors 25 ans, je crois qu'en fait, à la base, c'était juste une histoire de copains qui se sont rencontrés. Il y a 25 ans, copains musiciens. Absolument, on était tous fraîchement sortis du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. On avait une furieuse envie de jouer, de partager la musique de chambre, qui était vraiment le répertoire pour lequel on s'était engagé. Et on est allé avec une dizaine de camarades, chacun dans nos lieux de vacances en fait. Moi, mes parents viennent à Chailleul depuis bien avant ma naissance. Et donc on est allé voir le maire de la station, de la commune, Gérard Blanchard, qui est toujours le maire de Chailleul. Et on lui a dit, écoute, on vient jouer, il faudrait payer les billets de train, puis on mettra le chapeau à la sortie, on verra bien. Et à notre très grande surprise, il y a eu vraiment un élan, une adhésion incroyable. Dès le premier soir, c'était complet. Enfin, on laissait les fenêtres ouvertes c'était dans la petite salle communale polyvalente de la station, bien avant qu'on connaisse ce lieu magnifique de l'église du hameau de Saint-Michel. Et on laissait les fenêtres ouvertes pour que les gens puissent quand même écouter de la musique, parce que c'était complet. Enfin, et ça a duré comme ça pendant quelques années, très bricolé, très, très généreux, assez impensé, au sens où on ne formulait pas de projet. On avait des intentions, par contre, très claires d'exigence artistique, d'une part, d'offrir la musique dans les meilleures conditions, et de le faire de manière très généreuse et très simple sans imaginer les dispositifs, les choses. C'était vraiment, adolescent. On a l'impression qu'on est dans les années Pink Floyd, avec de la musique classique, c'est extraordinaire. C'est un peu ça, il y avait un peu cette énergie on décidait 3-4 jours avant quel programme on voulait jouer. Évidemment, il y avait tout Brahms, tout Schumann, enfin le grand répertoire romantique et classique qui était vraiment... quand on a 20 ans, on va être dans ces gestes qui nous portent incroyablement. Ça s'est très vite élargi aux musiques d'aujourd'hui, au jazz, très rapidement. Et puis petit à petit, à l'ensemble des répertoires qui aujourd'hui font le projet artistique, pour le coup, beaucoup plus réfléchi.
qui consiste à proposer une diversité d'approches de la création musicale, des musiques d'aujourd'hui. Quelles sont les musiques qui racontent le monde aujourd'hui, qui nous permettent de l'entendre? Il y a bien sûr les musiques dont on hérite et qu'on revisite, dans lesquelles on insuffle quelque chose, mais il y a toutes les musiques que les artistes, les compositeurs, ou parfois ce sont des musiciens qui ne se disent pas compositeurs, mais qui portent leurs propres gestes. Je pense notamment à tous ces artistes qui viennent des musiques du monde, qui viennent de l'oralité, de la tradition populaire, ne se disent pas forcément compositeurs ou compositrices d'ailleurs, mais ils produisent leurs propres gestes. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est d'accompagner les gestes d'aujourd'hui de musiciens qui sont, comment dire, presque traversés par cette nécessité de produire leur propre musique. Donc en fait, pour résumer, c'est un peu la diversité pluridisciplinaire sur le monde de la musique qui voyage à travers les territoires. Comment ça s'appelle la région? Les Hautes-Alpes, c'est le Pays Gapençais. Voilà, ici, on est dans le Champsaur, dans la vallée du Champsaur. Mais on est opérateur, en fait, avec le temps, on est devenu un opérateur de service public, hein, vraiment. On est une scène conventionnée d'intérêt national depuis 3 ans maintenant, sous l'impulsion du ministère de la Culture, qui a reconnu un ensemble de missions, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mais on est opérateur pour toutes les vallées qui font le pourtour de Gap, qui est la ville centre, la capitale douce des Alpes. Il faut juste donner 2 éléments pour situer un peu les Hautes-Alpes. C'est le confin de la région sud, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est limitrophe de l'Italie, bien sûr, de l'Isère. Les Hautes-Alpes, c'est 142 000 habitants à peu près. Et Gap, c'est 42 000 habitants. Et toutes les vallées qui font le tour de Gap, la vallée du Champsaur, la vallée du Val-Godemar, le Buèche des Voluys, Tallard-Barcelonnette, la vallée de l'Avance, sont des vallées qui réunissent entre 8 et 12 000 habitants, autour de communes centres. Ici c'est Saint-Bonnet, 2000 habitants à peu près je crois, et souvent tout autour des petits villages, des communes qui ont entre 300 et 800, 1000 habitants. Donc on a un habitat qui est très dispersé, une population qui forcément circule, et nous ce qu'on essaye de faire c'est de profiter de ces circulations entre les vallées, pour donner autant d'occasions d'aller découvrir un répertoire qui n'est pas forcément celui vers lequel les habitants iraient, le jazz, la création contemporaine, la musique de chambre, les musiques du monde, en disant finalement quand vous circulez dans les répertoires, vous circulez dans les territoires et inversement. Il y a ce jeu... Des passerelles en fait, entre la musique et les territoires, et surtout les territoires qui sont assez insolites parce que c'est des petits hameaux, c'est des petits lieux où en fait on n'imaginerait pas qu'il y ait des concerts autant prestigieux sur ce territoire. Donc c'est cette manière-là aussi qui est assez insolite et qui laisse aussi cette proximité entre les artistes, le public, chose qu'on a besoin aussi. Absolument. Beaucoup. D'autant plus maintenant, je crois, il y a vraiment cette... S'il y a un bénéfice ou un enseignement plutôt de cette crise qu'on a traversée, dont on sort peut-être un peu là, c'est le besoin de présence réelle, c'est-à-dire d'être vraiment de vivant à vivant, d'humain à humain. La musique a cette force-là. C'est un... Qu'est-ce que c'est que la musique finalement? C'est de l'air qui vibre, hein, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça porte une énergie, ça porte un sens. Et moi, chaque fois que hier on avait un concert dans cette salle avec une 4e symphonie de Malheur incroyablement transcrite pour un quatuor d'accordéon, le quatuor Aeolina. Évidemment, j'ai profité du concert parce que j'assiste aux répétitions, puis j'ai programmé tout ce qu'on entend, donc je sais ce qu'on va entendre. Mais il y a toujours un moment dans le concert ou même avant où j'écoute les gens qui écoutent. En fait, j'écoute vraiment le silence, la qualité du silence que chacun et chacune des personnes qui sont là offrent. Et c'est comme des petits affluents comme ça produit un grand silence qui est d'une intensité incroyable, hein, qui n'est pas le silence d'une salle vide, qui est un silence habité, très plein. Et les artistes, les musiciens posent quelque chose là-dessus et c'est comme un canal de communication extrêmement fort. Et écouter une salle qui écoute, c'est très très beau, hein. Moi, ça me touche toujours. Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on est dans des lieux un peu insolites, en tout cas, c'est des petits lieux, c'est des petites chapelles qui parfois sont de 80 places assises. On a des lieux plus prestigieux, de patrimoine plus important, le château de Tallard où on était il y a quelques jours, la cathédrale de Gap, etc. Il y a le château de Montmaur bientôt, qui sont des lieux emblématiques du patrimoine alpin. On est très heureux, c'est des écrins incroyables. On y pose d'ailleurs des choses tout à fait différentes, qui tiennent compte de la magnificence des lieux, des acoustiques, etc. Mais pour revenir à ces petits villages, on est de ruelles, de petits
un petit hameau, on découvre une place de village, l'église. Les anciens d'ailleurs posaient toujours les églises dans des endroits, il y a une intelligence de la géographie qui nous laisse toujours un peu ébahis. Hein. Et donc on rentre dans une église avec une acoustique en général très belle, ce n'est pas des très grands lieux. Il se passe quelque chose dans ces lieux, le silence n'est pas, c'est un silence habité, ça reste des lieux dans lesquels la vie est encore très présente, on y célèbre des joies, des peines aussi. Donc poser un geste musical dans une petite église de ce territoire, c'est pas anodin du tout. Et il y a aussi une chose moi que j'ai constatée, hein, que j'ai notée et dont j'ai vraiment une grande conscience aujourd'hui, c'est que c'est pas nous qui recevons le public en fait. Parce que c'est le public qui vient. C'est surtout exactement, mais c'est aussi le fait que quand on est en itinérance, parce que nous n'avons pas de lieu, on est totalement itinérant. On est une équipe sans équipement, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Ce sont les communes qui nous reçoivent, et dans les communes, ce sont les paroisses qui nous reçoivent. Donc c'est des lieux c'est des habitants qui, d'une certaine manière, nous reçoivent chez eux. Ça inverse quand même complètement qui accueille qui. Donc la question de l'hospitalité, elle se pose complètement autrement. Et moi j'adore ça, c'est-à-dire je trouve qu'à chaque fois, et on a un régisseur ici qui est un orfèvre, enfin qui est un grand artiste, hein, il est photographe et il pose les plateaux, 3 points de lumière, et il cherche toujours à souligner la caractéristique d'un lieu, un hôtel qui est très particulier, un Christ qui est très beau. Alors on va essayer de trouver des points d'appui, et il fait ça magnifiquement, et donc c'est aussi une manière de célébrer le patrimoine alpin. C'est à la fois très solennel et à la fois très artistique. Exactement, c'est très simple dans l'accueil. Ouais. C'est très simple dans l'accueil parce qu'on reçoit les gens avec beaucoup de douceur et voilà. Pour autant, les musiciens ne jouent pas en tongs et en shorts. Je veux dire, il y a quelque chose d'à la fois le rituel est préservé parce que je pense qu'il fait partie de tout ce dont on a besoin pour que l'écoute soit magnifiée aussi. Mais en même temps, on n'est pas n'importe où. Et on est dans des lieux qui préexistent, qui sont là depuis souvent très longtemps, et qui nous donnent quelque chose d'incroyable. Alors les programmations, comment les réalisez-vous? Alors c'est une... Les artistes, vous laissez beaucoup de liberté aussi, de l'espace aux jeunes générations, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, parce que d'abord on reçoit autant qu'on offre. Hein, je veux dire, quand on accueille, vous avez interviewé tout à l'heure ce jeune quintet ensemble singulier. Bien sûr qu'ils sont heureux d'être là parce que c'est des conditions de travail, une commande, un accompagnement d'une équipe. Mais nous, on reçoit en retour une énergie, un élan. Moi, j'ai besoin de ça et il n'y a rien de plus beau que d'accompagner la jeunesse, enfin en général. Hein, parce qu'elle est ardente, elle est pleine d'aspiration, elle a des choses à accomplir que nous avons un peu accomplies. Hein. Après 25 ans, on a posé des choses, on sait qu'on sait le faire, etc. Vous avez appris aussi. On a appris. Et on sait ce que représente pour cette jeune génération ce que nous avons réussi à stabiliser un peu ici. Donc c'est un échange extrêmement équilibré. Je sais qu'il ne soupçonne pas à quel point il nous offre de l'élan, de l'énergie et beaucoup d'amour. Hein. Il y a un truc de cet ordre-là qui circule. Donc oui, il y a la question de la jeune génération, de l'émergence des jeunes compositeurs et compositrices. Il y a aussi le fait que moi je tiens à présenter, ce qu'on disait tout à l'heure, une définition la plus large de ce qu'on appelle la création musicale. C'est-à-dire que la création musicale, c'est les musiques qui s'écrivent ou qui se produisent aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement la musique dite contemporaine. Elle fait partie, la musique contemporaine, des musiques d'aujourd'hui, mais la musique contemporaine ne résume pas à elle seule les possibilités de se mettre à l'écoute du monde par la musique. Il y a tous les artistes qui viennent, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, des musiques de l'oralité, de la tradition orale ou de la transmission orale. Ce sont des grands artistes qui ne se disent pas compositeurs, mais qui sont dépositaires d'une mémoire, tout autant que la tradition. C'est une autre forme de la tradition. Et ils la redéploient avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi des gestes de création. Et de transmission. Et de transmission, parce qu'en fait, pour moi la question de la création, c'est... vous savez, il y a ce mot extraordinaire de Gustav Mahler qu'on a joué hier, le grand compositeur et chef d'orchestre, qui disait « La tradition, c'est pas vénérer... la tradition, c'est juste au moment où je... Ça, c'est juste quand on... C'est juste quand... Mais parce que cette phrase est extraordinaire. C'est pas vénérer les cendres, c'est souffler sur les braises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr qu'on hérite de choses qui sont précieuses et qu'on doit transmettre, c'est le patrimoine. Ce patrimoine, on n'en est pas les gardiens de musée. C'est un patrimoine vivant, donc il faut vivifier parce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec
tous les patrimoines qu'on peut considérer comme des ressources à notre disposition. Ces ressources, elles sont parfois posées sur des textes, des partitions, avec une grande tradition, mais elles sont parfois, comment dire, immatérielles. C'est la mémoire transmise de génération en génération jusqu'à cette musicienne, là je pense que son nom me vient comme ça, Shadi Fatih, grande musicienne iranienne, qui est dépositaire d'une culture considérable. Il y a presque 800 ans de mémoire en elle. Et elle n'est pas moins, comment dire, cette mémoire noble et vivante que celle dont sont dépositaires des musiciens, on va dire, classiques, avec 800 ans de musique, depuis la Renaissance, enfin depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est juste une manière de dire finalement, les uns et les autres, qu'on procède de la tradition orale ou de la tradition écrite, on est dépositaire d'un trésor, d'un ensemble de ressources, et on a cette responsabilité parce que nous sommes vivants, de les rendre vivantes, ces ressources, et de les transmettre. Peut-être aussi pour allumer chez les publics. Et hier, il y avait en levée de rideau une jeune accordéoniste de 15 ans qui a joué un Mozart et une pièce russe. Je me suis dit, voilà, peut-être que là, on a pris le tison de l'orchestre, enfin de l'ensemble Aeolina de quatuor d'accordéon, et on a soufflé sur cette jeune braise qui est en train de s'allumer. Moi, je pense qu'on a cette responsabilité. Vous posez des petites pépites aussi à travers le patrimoine vivant, et aussi peut-être donner envie aussi au public qui vous écoute, peut-être des perspectives aussi. De découvrir, et puis c'est... Parce que tout à l'heure, vous m'avez montré quand même quelque chose qui est assez touchant, un mot sur le livre d'or d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, on ne sait pas, de 7 ans. 7 ans, oui. Qui vous a écrit. Qui a écrit avec ses lettres un peu maladroites. C'était un moment merveilleux. C'était très merveilleux, j'ai pleuré. Et je trouve ça merveilleux, moi. Et peut-être qu'à cet enfant, ça va peut-être... En tout cas, c'est important de le faire. On ne sait jamais ce qu'on sème. Exactement. On sait jamais ce qu'on sème, et il faut le faire. C'est cette métaphore de ce texte magnifique de Jean Giono, qu'on avait d'ailleurs mis en musique, de l'homme qui plantait des arbres. Vous savez, ce berger un peu philosophe, qui toute sa vie plante tous les jours, je crois, 10 ou 100 glands de chêne. Et que les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Ils ne comprennent pas, mais la forêt, finalement. La forêt. Je pense qu'on est tous à cette responsabilité d'accompagner ce qui est vivant, de le préserver, parce que nos environnements sont quand même aujourd'hui soumis à des niveaux de pression, de contraintes et parfois de brutalité. Donc on est un peu attentif à ça. Alors là, c'est l'été, donc c'est le festival dans les villes et les villages. Et donc vous disiez que vous étiez une scène conventionnée, donc j'imagine que c'est une scène qui travaille toute l'année. Oui. Qu'est-ce que vous faites l'hiver ? On fait exactement ce qu'on fait dans l'été. Sinon que dans l'été, on montre un peu les fruits qui ont poussé pendant tout le printemps et ce qu'on a semé pendant l'hiver. À savoir, on accueille beaucoup de résidences. Oui. On offre du temps de travail aux artistes. Donc, ce sont des journées qui sont dédiées aux répétitions, mais qui sont des journées payées. C'est-à-dire les artistes qui viennent là, c'est pas juste de l'espace. C'est aussi de la rémunération, c'est aussi des droits sociaux, c'est aussi l'accompagnement des différentes compétences de l'équipe pour faire mûrir et forcir le projet musical ou le projet artistique des ensembles qu'on accueille. Donc il y a aussi des commandes aux compositeurs, compositrices. J'ai dit aussi que ça ne se résumait pas à soutenir les compositeurs, mais aussi les musiciens qui produisent leurs propres gestes. Donc parfois on passe des commandes pour lesquelles on ne reçoit pas à la fin une partition, comme un compositeur que vous avez interviewé tout à l'heure. Là, il nous a remis une partition qui est le fruit de son travail. Parfois, on encourage le geste musicien en finançant le temps de réflexion et d'écriture, au sens l'écriture corporelle presque, des musiciens. Il y a énormément d'actions culturelles. On fait un travail vraiment en profondeur et avec beaucoup de délicatesse aussi, en direction des écoles, les écoliers, les collégiens, les lycéens. On travaille toute l'année avec, on a des beaux partenariats évidemment
construit depuis de nombreuses années, avec la maison d'arrêt de Gap, où on va tous les mois présenter le travail des artistes. Il y a des discussions avec les détenus, avec un foyer de travailleurs handicapés. Enfin bref, l'idée c'est, il y a des gens qui ne viendront pas de toute façon à nos concerts parce qu'ils ne sont pas dans la possibilité de le faire. On ne parle pas simplement de public dit éloigné parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, etc. Ceux-là, on va vers eux. Mais il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas aller au concert. Parce qu'ils sont handicapés. Ah mais vraiment, ils sont physiquement empêchés. C'est vraiment eux, les vrais publics empêchés, c'est eux. Et là, on a une responsabilité de ne pas oublier que ce sont aussi des citoyens. On peut être privé de liberté, on est juste privé de liberté. On n'est pas privé de sa capacité à être ému et à rencontrer des artistes. Donc, comme scène conventionnée, pour moi, c'est important d'aller à ces endroits-là. Et de nouveau, on est toujours surpris de ce qu'on reçoit par rapport à... On est toujours... enfin... Quand ça circule, en fait, il n'y a pas de débiteur, il n'y a pas de créditeur. En fait, tout le monde est gagnant, en fait. Parfois, il y a des situations un peu rugueuses, un peu difficiles, c'est pas toujours simple. Mais ça fait partie de la capacité de l'équipe à désencombrer l'espace, dont on parlait tout à l'heure, des parasitages qu'il y a toujours, parce qu'il y a des structures, il y a des administrations, il y a des réglementations, il y a tout ça, il faut en tenir compte, et on trouve les voies de passage. Et quand on est arrivé à faire le boulot, c'est assez joyeux. Ouais. Ça vous nourrit? Ça nous porte, ça nous nourrit, ça nous met en joie. Et pour moi, la vraie preuve qu'on a bien travaillé, c'est la joie. Est-ce qu'en 25 ans, vous avez quelques images, quelques souvenirs, peut-être quelques retombées sur des artistes que vous avez aidé à lancer? Est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter? Il y aurait 1000 choses. On a fait un bouquin d'ailleurs avec ça. Pour les 15 ans, on a écrit un livre avec plein de souvenirs, avec des artistes qui... En fait, je sais pas comment dire ça. C'est comme un... Il y a le Drac qui coule pas loin, là, la rivière. Le Drac. Le Drac. C'est pas la direction régionale des affaires culturelles, c'est le Drac, qui n'est pas le directeur, mais c'est le cours d'eau, là. Le Drac noir et le Drac blanc. Voilà. Juste en dessous, là. C'est un symbole. Hein. C'est ça. On franchit régulièrement le Drac quand on est dans ce territoire. Non, pourquoi j'appelle cette image-là, c'est parce que ça coule toute l'année, et il y a des moments d'intensité, il y a des moments où ça diminue un peu, parce que c'est la période qui veut ça, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un flux, il y a toujours un... Donc on pourrait raconter des choses très émouvantes, là, une qui me vient là comme ça, mais... On a accompagné il y a 2 ans, exactement 2 ans, l'émergence d'un nouveau répertoire pour une jeune artiste qui n'avait encore rien produit, qui est Mandy Le Rouge. On a accompagné la création de son répertoire, on a payé les commandes aux compositeurs, à l'arrangeur, on l'a accompagné dans les premiers concerts, les répétitions, on a fait du conseil artistique, enfin bref, on a mis en œuvre tout ce qu'on sait faire, parce moi j'ai senti vraiment qu'il y avait une nécessité extraordinaire pour elle de produire ça. Et évidemment, elle a fait son disque, qui a commencé d'apparaître, etc. Donc je vois à la fois l'émergence, l'affirmation de ce geste chez une jeune musicienne, elle n'a pas 30 ans. Et là, j'étais juste avant de commencer le festival, au Festival des Suds à Arles, et elle présentait son album au Festival des Suds. Et moi, j'ai traversé ce concert que je connais par cœur, j'étais au bord des larmes, vraiment. J'étais submergé par une émotion. C'est-à-dire, en fait, ça fait 2 ans que je vois ce projet grandir, et là, elle est dans un des grands festivals de musique du monde, et en fait, c'était très beau. Et j'étais très heureux, parce que c'est comme quand on voit je sais pas, moi j'ai un fils qui a 18 ans, qui prend son envol, je dis bon, ça va, il est capable, il est armé pour. Et c'est génial, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut à un moment tenir fermement tous les outils pour accompagner. Et puis à un moment, il faut ouvrir la main et puis lâcher les choses et les voir s'en aller. Et c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour Ce qu'on peut souhaiter, édition? Qu'est-ce que vous avez envie? Cette édition, on espère parce qu'on a ouvert hier
avec la première soirée qui était avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Ça s'est magnifiquement passé. On était un peu fébrile. Oui. En fait, moi, j'étais un peu attentif de savoir si les gens allaient annuler massivement, s'ils allaient protester ou pas. On a eu vraiment 100% des gens qui sont venus. Il y a eu 2 personnes qui n'étaient pas en capacité de produire l'attestation. On a fait un peu de pédagogie, on les a quand même fait rentrer, parce qu'on a une petite période de rodage là. Et finalement, on a fait une soirée comme d'habitude, comme avant la crise. Moi, ce que je souhaite, c'est que les choix qui sont faits aujourd'hui, qui sont parfois critiqués, nous conduisent vraiment vers une sortie de cette crise-là, avec peut-être le sentiment que ce que nous produisons, ça vaut pour les concerts, ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour le spectacle vivant en général, a une valeur au-delà de la valeur marchande. C'est-à-dire ce qui se passe entre les gens, on a dit essentiel, pas essentiel, tout ça, il y a eu ce débat là-dessus. Évidemment, quand on est dans une salle et qu'on voit les publics, les artistes aussi fervents dans l'écoute et après le concert se déchaîner des tonnerres d'applaudissements, bien sûr ils applaudissent les artistes, mais je crois qu'ils saluent et ils prennent la mesure de ce que ça représente d'être tous silencieusement autour d'un geste musical ou d'une scène, d'une pièce de théâtre. Donc espérons que toute cette édition nous permette qu'on puisse la traverser avec pas plus de contraintes que ça. Et puis aussi, parce qu'on est attentif à ce qui vient derrière, on a une puissance publique qui a été très présente. On a en France la chance d'avoir une tradition d'intervention de l'État et de la puissance publique très forte dans le financement de la culture, avec des dispositifs d'accompagnement qui ont été en tout cas extrêmement réactifs. Et voilà. Mais il y a ce qui vient derrière, c'est-à-dire comment on peut créer les conditions pour qu'on accompagne, on parlait de la jeunesse, mais cette jeune génération qui a subi de plein fouet cette interruption brutale de la dynamique culturelle, à un moment où ces jeunes gens, ces jeunes artistes qui sont les grandes stars de demain, dans 10 ans, c'est eux. Il faut qu'on ne les perde pas. Donc moi je suis très attentif, et encore plus maintenant qu'auparavant. J'ai toujours eu cette sensibilité, parce que j'ai le souvenir d'avoir été un jeune musicien aussi, à ce que ça représente, cette période charnière de quand on sort du conservatoire et quand on rentre dans la vie professionnelle. Mais je crois qu'on a une très très grande responsabilité en tant que organisateur de concerts, directeur, directrice de lieux, à être particulièrement attentif à cette jeune génération, à l'émergence en général, à la question de la création, et alors, on pourrait faire beaucoup encore d'autres choses, mais dans la création aussi, à l'affirmation qui est maintenant bien engagée de la place des femmes aussi, des compositrices pour ce qui nous concerne. Depuis quelques années, on a accompagné de très belles plumes, et voilà, elles sont là, elles sont... Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour trouver de grands talents du côté des femmes. Voilà. Donc il y a énormément de choses. C'est comme un métier à tisser, il y a plein de fils à broder, oui, on n'en manque pas. Voilà. Il faut simplement que les conditions d'une attention de la puissance publique sur les enjeux profonds de la culture soient pris en compte. Il y a les enjeux secondaires, hein, c'est-à-dire les retombées économiques, le tourisme, ça c'est très important. Mais c'est des enjeux secondaires qui viennent après. Le premier enjeu, c'est la production de l'art et son adresse aux habitants. Et la place de la femme dans votre festival. Aussi, également. Également. Merci beaucoup, Michael Dion. Merci à toi. Merci.